Salut Ced, merci d'avoir accepté mon invitation. Ça fait plaisir, merci. Merci à vous deux d'être passés. Je suis content de vous voir. Ça faisait longtemps. La dernière fois qu'on s'avait vu, c'était en 2018. Yep, grosse année. Yes, grosse année. C'est l'année qu'Ashixen a commencé à rouler pour de vrai. Ouais, puis j'espère que travailler ensemble, ça vous a donné encore plus envie de continuer. Puis, vraiment, 100%. J'aimerais ça commencer avec une petite présentation de toi. J'aimerais ça que tu te présentes en 2-3 minutes, savoir t'es qui, qu'est-ce que tu fais. OK. Cédric Gagnon-Ducharme, un gars de 37 ans. Je grandis à Mont-Saint-Hilaire, comme vous le savez. Un gars de pas mal de votre coin. Je suis allé à Azaz-le-Duc, pas super loin. Je pense que vous avez étudié là aussi. Exactement. Je suis avocat de formation. J'ai fait des études de droit. J'ai fait des études de gestion. Donc ça, c'est pour le profil plus professionnel. Ouais. J'ai travaillé à mon compte comme avocat dans un petit cabinet pour commencer. J'ai fait la petite moyenne entreprise. Ça, c'est au niveau du travail. Je suis un gars super curieux, assez dynamique. J'aime me définir comme un passionné, quoique je ne suis pas passionné d'absolument tout, c'est sûr. Mais étant curieux puis passionné, ça m'amène toujours à faire des nouveaux projets ou à essayer de trouver justement des nouveaux projets, des nouvelles idées. Ouais. Ça, c'est vraiment un trait de ma personnalité qui est vraiment important, je dirais. OK. Sinon, j'aime ça toucher un peu tout, là. Donc, je suis un généraliste dans tout. J'aime ça. Bien, comme tout le monde peut voir, tu es très articulé, tu l'as. J'aimerais ça qu'on revienne un peu plus jeune. Quand tu étais plus jeune, est-ce qu'à l'école, tu étais déjà ce gars-là très ouvert, très articulé, qui aimait parler aux gens? Moi, je pense que j'ai toujours été comme jeune, enfant, là, on va revenir à cette époque-là, assez porté à aller vers les gens. Maintenant, articulé, ça, c'est une bonne question. C'est sûr, je me regarde avec mon regard aujourd'hui, puis j'aurais tendance à dire non, je ne l'étais pas. Mais j'ai toujours aimé faire les présentations orales. Tu sais, les cours en français, en secondaire 1, secondaire 2, là, quand tu as un cours, puis là, il faut que tu ailles présenter le livre que tu as lu, puis tu as les quételles. Bien, ça nous a tous pris, puis moi, ça me prenait aussi. Mais je pense que c'est la lecture, beaucoup de lecture, t'aide à être articulé, à développer un langage ou t'approprier certains mots ou expressions. Puis ensuite, comme tout le monde, c'est ce que tu fais. Comme secondaire 5, j'ai été membre de l'équipe de débat oratoire à Azaz-le-Duc. Pas que c'est quelque chose qui, d'emblée, là, j'avais vraiment envie de faire, mais on m'a parlé, « Hey, veux-tu faire ça? Tu serais bon, t'aimerais peut-être ça. » Puis, comme en bien des choses, il faut que tu essayes. Puis, je présume que de fil en aiguille, à force d'essayer des choses comme ça puis de se dépasser, ben j'ai peut-être développé une certaine capacité à l'expression. Mais encore là, je suis pas exceptionnel là-dedans. Je comprends. Fait que tu es allé à Azaz-le-Duc, tu étais normal. Est-ce que, oui, c'est ça, à l'école, est-ce que tu étais comme un surdoué? Non, j'étais une petite bolle, mais je n'étais pas un surdoué. OK. Bien, on avait à l'époque la classe enrichie. Aujourd'hui, c'est... PEI, je pense. PEI, exact. Fait que c'est un peu le même principe, mais on n'avait pas de programme particulier. Fait qu'ils mettaient comme les bols, ils mettaient toutes les bols dans la même classe. Ce qui fait que, on apprenait tous rapidement, mais on n'était pas surstimulés parce que malheureusement, je pense qu'il manquait de matière. On aurait pu aller davantage. Je pense qu'il y a un professeur, une fois, qui nous a fait lire de la poésie sur 5 années de secondaire. Mais, donc j'étais une bolle, mais j'étais intéressé à tout. Tu sais, je jouais au basket, comme toi, Henri. C'est ça. Fait que, tu sais, j'avais d'autres intérêts. J'ai dit je parlais du concours de débat oratoire, mais j'étais impliqué à Pastoral aussi. OK. À l'époque, c'est un gars qui s'appelait Olivier qui tenait ça. Je ne sais pas s'il est encore là, ça m'étonnerait. Là. Mais tu sais, je touchais vraiment à tout. OK. Fait que je pense que c'est peut-être ça, cet aspect-là de curiosité dont je parlais au début, qui m'a amené à développer divers intérêts, puis après ça, diverses compétences. OK. C'est vraiment cool. Fait qu'après le secondaire, est-ce que tu avais déjà le but et l'objectif d'y aller vers être avocat ou tu ne savais pas encore, tu avais d'autres choix de carrière? Pas en tout. Ça a été la grosse affaire, une question qui m'a tarabiscoté, là, qui m'a traîné dans la tête, puis intensément. Là, ça a été même un gros enjeu pendant la fin de mon adolescence, pendant le cégep aussi. Parce que le cégep, je le voyais comme les 2 dernières années. Puis après ça, là, si tu n'as pas décidé, c'est fini. Là. Il y a beaucoup de gens qui voient ça comme ça. Bien, je comprends, puis c'est vraiment stressant. Moi, je l'avais à la gorge. Là. Puis je pense que le stress a commencé au secondaire. Au secondaire 5, on avait un cours qui s'appelait choix de carrière. Le cours a peut-être changé, mais c'est un cours qui t'aide à définir certains de tes intérêts ou ce que tu pourrais faire. Puis la question sous-jacente à ce cours-là, puis ce qu'on te pose toujours comme question, c'est qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Hey, toi, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Là, tu as 5 ans, puis ton mononcle qui est là. Hey, qu'est-ce que tu veux faire? Là, je vais être pompier. Tu sais, puis il y a des gens qui ont la réponse super facilement à cette question-là. Moi, je ne l'ai jamais eu. Évidemment, j'ai des intérêts, tu sais, puis il y a des gens qui disent « Ah, je t'aurais vu en droit. » Oui, c'est facile à dire après coup, mais
pendant que tu es dedans, vraiment pas. Puis, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? C'est une question, comme je disais, qui me stressait énormément. Fait que pendant mon cégep, là, le temps passait, puis là, je jouais 1 an, 6 mois, je vais passer au C'est en cégep. quoi au cégep? Général, sciences humaines, avec un profil gestion. OK. Que j'ai abandonné après 1 an. OK. Parce que je voyais pas. Je savais pas ce que j'allais faire, mais je sentais que je n'allais pas faire de maths. Okay. Je me voyais vraiment pas mathématicien, puis j'ai un ami qui est mathématicien, il enseigne, en fait. Mais je n'étais pas intéressé par ça, fait que je savais que ça n'allait pas là. J'aurais peut-être dû continuer, là, ceci dit. Avoir plus de cordes à son arc, c'est pas une mauvaise chose. Ouais. Mais donc, il y avait ce cours-là, choix de carrière, puis cette question, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux faire? Elle me stressait au bout. Puis dans le cours, on a fait un... Ah, je vais te compter ça. Dans le cours, on a fait un petit examen, un petit exercice. Okay. Tu devais remplir un formulaire ou un questionnaire, en fait, sur à peu près des cinquantaine de questions basées sur des traits de caractère. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce qui t'anime? Puis là, tu remplis ce questionnaire-là. C'est à toute fin de l'année, là. Okay. C'est à la fin de ton secondaire 5. Puis c'est un peu l'examen en choix de carrière final. Puis moi, après avoir complété tout ça, le résultat de ce que je pouvais ou ce que je devais, peu importe, faire dans la vie, c'était tailleur de monuments funéraires. Puis, tu sais, je veux rien enlever à ça, là. C'est juste que correct, quand j'ai reçu les résultats, je savais pas comment gérer ça. Je dis, OK, c'est ça qu'il faut que je fasse. Ça, faut que je fasse. Est-ce que tu prenais ça comme pour du cash? Hein, ben non, mais tu te dis, j'ai-tu mal rempli? Ou auquel cas, faut-tu que j'aille sculpteur? T'sais? Parce que là, tu te mets à dire, OK, mais là, je pensais peut-être avoir les lettres, mais là, je suis allé voir ma prof, puis elle a dit, OK, non, Cédric, refais-le. Okay. Fait que je l'ai fait au final 3 fois. Parce que la deuxième fois, j'ai eu funambuliste. Okay. Puis la troisième fois, j'ai eu étalagiste. Okay. Ben, moi, je travaillais déjà au métro. Okay. Tu sais, j'aime pas mal l'étalagiste. Ouais. Fait que je me dis, ben, peut-être que c'est ça ma vocation. Peut-être que je vais continuer à travailler. Fait que finalement, le cégep finissait, puis j'avais toujours pas la réponse à cette foutue question-là. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Fait à ce moment-là, parce que j'avais pas de réponse, je savais pas où je m'en allais. J'ai décidé de faire un voyage. Je suis parti 6 mois et demi en Europe, sac à dos, avec les économies que je m'étais mis de côté pendant 4-5 ans à travailler, ou non plus que ça. Bon, bref, à travailler au métro, au salaire minimum qui était 6 et quelques à l'époque. Quand même, hein? C'est rendu le double. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est rendu le double, mais c'est encore pas assez. Le salaire minimum, clairement. On va parler politique tantôt. Mais ça, c'est pas assez, le salaire minimum. Anyway, fait que je suis parti avec mes mecs d'économie en Europe. Puis, en voyageant, j'ai réalisé que la question que j'aurais dû me poser, c'est pas qu'est-ce que tu veux faire, mais qu'est-ce que tu aimes. Exact, oui. Qu'est-ce que tu aimes? Puis, quand j'ai trouvé ça, il y a un stress là, qui a tombé. C'était tellement plus simple. Puis, un peu plus tard dans mon périple, puis au retour ici, j'ai réalisé qu'il fallait que je joigne ce que j'aime avec ce dans quoi je suis bon. Puis, c'est un peu vers ça que je me suis... j'ai avancé après. Fait que j'ai vraiment pas respecté le cadre prévu en secondaire 5 dans mon cours choix de carrière. Mais je sais pas ce qu'ils enseignent aujourd'hui, mais j'espère qu'on encourage les gens à se découvrir. Bien, moi aussi. Oui. Mais tu sais, comme tu as dit, les voyages, je pense, moi je suis complètement d'accord avec toi que les voyages, parce que je pense aussi qu'il faut vraiment tester dans la vie pour savoir qu'est-ce qu'on aime, parce qu'en restant à l'école, en travaillant dans ce petit job, c'est tough de dire « Ah, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça », parce que tu n'as pas fait tant de choses dans la vie. Puis le voyage, qu'est-ce qui t'a poussé d'aller en voyage? Qu'est-ce qui t'a dit « OK, je vais aller en voyage ». Je crois que j'avais rien à perdre. J'avais rien à perdre. Puis il y a aussi, je sais que ma mère a voyagé à peu près à la même époque. Je n'avais pas un grand détail de pourquoi elle a voyagé, ce qu'elle a fait. On avait parlé un peu, j'ai des souvenirs un peu vagues de tout ça. Mais je me rappelle de ses yeux quand elle en parlait. Tu sais, des yeux qui brillent, puis des yeux qui cherchent des souvenirs. Puis quand tu touches ton souvenir, là, ton regard devient franc, direct, puis ça brille un peu. Puis je me dis, OK, il y avait quelque chose de beau là-dedans, qui n'était pas... ça transcendait les mots, là. C'était vraiment l'émotion. Puis lié à ce que je disais tantôt, que de toute façon, c'était quoi? Je continuais à faire quoi? Travailler au métro ou à rentrer dans n'importe quel projet ou programme à l'université. Même si j'avais choisi ça, ça n'aurait pas été une mauvaise idée, mais j'ai choisi de faire quelque chose, c'était un voyage. Ben, je pense que dans tous les cas, ce qu'il faut faire, c'est faire. Exact. Je sais que c'est un pléonasme, là, mais il faut juste faire quelque chose. Comme tu dis, que c'est un voyage, une activité, un travail, du bénévolat, peu importe. Là. Puis c'est comme ça que tu découvres. En fait, il n'y a pas de secret. Là. Non, tu seras chez vous à gamer, tu découvres peut-être un talent particulier pour jouer, mais ça va être que ça que tu vas faire. Oui, je comprends. Je comprends. Nice. Puis, donc là, à la fin du cégep, tu es rentré tout de suite à l'université en droit ou tu as recommencé les cours au cégep? À la fin du cégep, j'ai fait mon voyage. Donc, 6 mois et demi en sac à dos. C'était quand même quelque chose. Puis après, le temps passé, je me suis inscrit à l'université. J'avais 2 choix. J'ai appliqué un programme de relations et droit international. Puis mon deuxième choix, c'est le droit. Puis comme au cégep, j'avais aucune idée où je m'en allais. J'ai pas ultra performé. J'étais bon, mais j'ai pas ultra performé. Le programme contingenté, le premier choix, ben j'ai pas été accepté parce qu'il y avait seulement 30 personnes qui avaient été acceptées. Fait que finalement, je suis tombé en droit.
Aujourd'hui, je suis avocat. Fait que, c'est ça. C'est pas mon premier choix, mais aujourd'hui, je suis bien heureux là, de la façon dont les choses sont atterries. Là. Vraiment cool. Puis est-ce que, parce que, tu sais, pour les gens que ça leur intéresserait peut-être d'aller justement en droit à l'université, comment ça se passe, le programme de droit à l'université? Est-ce que c'est très dur comme tout le monde se l'imagine? C'est un programme difficile, oui. Mais, tu sais, j'ai pas étudié en médecine. Puis je pense pas qu'il y ait de sous-profession ou sous-études. Je pense que si tu te consacres à 100% à un projet, ce projet, ça peut être extrêmement difficile. Si tu veux performer en n'importe quoi, il faut que tu t'y consacres, que tu mettes du temps. Ouais. Puis je serais malvenu de dire ah ouais, vous faites des films, vous les gars, là. T'sais, oh, faites des films. Mais non, si tu veux performer, tu veux bien faire ton projet, Tu n'as pas le choix de travailler fort. tu n'as pas le choix de travailler fort. Ça, c'est vrai en tout. Ouais. C'est sûr que le droit, c'est connu comme étant des études exigeantes. Puis, il y a un principe d'offre et demande qui fait en sorte que ce l'est. C'est que c'est un programme qui est presque pas contingenté, selon certains critères. Là. Évidemment, si tu as 0-0 nulle part, tu ne rentres pas en droit, mais c'est pas super contingenté. Mais il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, ce qui fait que tu te bats en quelque sorte contre tous les autres. Dans ta classe? Dans ta classe ou dans le marché en général, contre les autres universités, parce qu'au final, ça amène plein de gens assis sur les bancs. Mais il n'y a pas tant d'ouverture. OK. Fait que là, après ça, tu as gradué en étant avocat. Oui, tu gradues comme bachelier en droit. OK. En fait, tu as un titre de juriste, mais si tu veux devenir avocat, ensuite, il faut que tu fasses l'école du barreau. OK. Donc, tu as une école professionnelle. C'est 6 mois, 1 an. Aujourd'hui, honnêtement, je ne sais plus. Je pense que c'est un programme accéléré, mais c'est ça. C'est soit en demi-année, soit une année. OK. Et puis, après l'école professionnelle, tu dois faire un stage. Tu es accompagné par un ou une maître de stage cette personne-là va te donner un peu... Alors, tu as la théorie, tu es à l'école, là, tu apprends des beaux trucs, c'est du papier, tu as de la jurisprudence, tu étudies super fort, mais tu connais ta loi, mais la vraie vie, là, c'est quoi, tu sais? Je comprends. C'est ça. Fait que de passer du théorie à la pratique, c'est une méchante étape, puis le stage te sert à ça. C'est comme excusez mon japonais, mais c'est un wake-up call. OK. Ça, c'est la vraie vie. Puis, je me rappelle encore, j'avais 26 ans à peu près quand j'ai commencé à pratiquer le droit comme avocat, comme très jeune avocat. 2 ans avant, je suis en train d'étudier, je suis devant mes livres. Mais là, d'un coup, tu rencontres un client ou une cliente qui a 5, 10, 15, 20, 30, 40 ans de plus que toi, qui vient se confier à toi sur ses problèmes extrêmement intimes, extrêmement importants, qui ont un impact majeur sur sa vie. Puis toi, tu es là, le petit gars de Saint-Hilaire, tu sais, à 26 ans, tu as un diplôme, mais tu sais, qu'est-ce que tu connais de tout ça? Fait que, le stage, il sert à ça. Il te recadre un peu. Je comprends. Ça te recadre un peu. Mais, ça n'a pas été nécessairement facile non plus. Là. OK. Bien, c'est ça, justement, quand tu es sorti, tu es gradué avec le barreau. Quand tu es rentré, est-ce que ça a été facile de te faire engager à quelque part après le stage ou ça a été compliqué? Pas. Il y en a qui l'ont plus facile. Honnêtement, moi, je pense que j'ai dû faire partie de ceux qui l'ont vraiment pas eu facile. Comment ça? Il y a plusieurs facteurs. J'étais bon, mais je n'étais pas excellent. OK. Je n'étais pas nul non plus, parce que je l'ai passé d'un coup, puis dans la version raccourcie. Mais je n'avais pas non plus de réseau personnel, pas de famille qui travaille dans le domaine, pas de contact dans le domaine. Donc, ce qui fait dire que développer des contacts, des réseaux, c'est essentiel. Dans tous les domaines d'affaires, ceci dit. Très, très, très important. C'est ça. C'est vrai dans ton milieu, c'est vrai dans mon milieu, c'est vrai partout. Quand tu sors en affaires, tu as besoin de réseau. Mais quand tu sors d'école, ton réseau... Limité un peu. Limité. Fait que c'est pas la famille, tu pars de zéro. Je travaillais au Future Shop à l'époque. Je vendais des appareils photo puis des téléphones cellulaires. À l'époque, on vendait encore des BlackBerry. C'était populaire avant les BlackBerry. Ça marchait. Ça marchait. Une en mars, c'est payant, ça. Et oui, mais ça marchait bien là-bas au Future Shop, ma carrière là-bas. Mais parallèlement à ça, je faisais des recherches pour trouver un stage. Puis ça m'a pris 1 an. Donc, 1 an à travailler au Future Shop à temps plein, à peu près. Tu devais te dire, veux-tu rester là tout le temps? Ou tu te poses des questions. Tu te poses des questions. Tu te dis, coudonc, je suis peut-être pas dû pour faire ça. Puis tu n'as pas négativement mettre une pression des parents. Moi, je vivais encore à Mont-Saint-Hilaire chez mes parents, puis tu fais quoi? Tu t'en vas où? Pas pour te mettre une pression négative, mais il y a quand même une pression qui vient avec ça. T'sais. Là, tu as fini tes études de droit il y a 1 an. Tu es supposé trouver un stage, tu n'en trouves pas. Finalement, c'est arrivé comme en toute chose. Là. Mon premier boss, celui que j'allais rencontrer à ce moment-là, il disait toujours, tu mets un couteau entre les dents, puis tu bûches. Fait que ce matin-là, il y avait une offre de stage qui venait de paraître dans le journal local ou dans un autre site. Puis c'était une offre de stage à Belleuil, juste au bord de la rivière. Puis c'était un petit cabinet qui venait juste de se séparer. Ça s'appelait Blanchette et Associés, qui existe toujours d'ailleurs, encore à Belleuil. Puis je
je suis allé là-bas, puis je leur ai dit que je voulais travailler là. Parce qu'avant, j'appliquais sur des jobs en ville, des grands cabinets ou des petits ou des moyens cabinets, des compagnies, le gouvernement. Puis à ces postes-là, ils reçoivent 100 CV, 50. À bel oeil, j'avais l'impression d'appliquer comme chez moi. Okay, j'avais l'impression de rentrer chez nous, tu sais. Dire, hey, c'est chez nous ici, la clientèle, bien, je la connais, j'ai étudié avec eux. Tu sais, bon. Fait que, ils ont été gentils, ils m'ont donné une chance. Okay. Puis j'ai travaillé là-bas 2 ans. C'était la meilleure école. C'était vraiment excellent. OK. Puis quand tu rentres dans un cabinet comme ça, est-ce que tu as des gros dossiers en commençant? Comment ça se passe quand tu es nouveau, là? Ah, ça, ça dépend vraiment dans quel milieu tu travailles. OK. Puis ça, c'est ce qu'on ne sait pas toujours. J'ai dit que je ne changerais pas du tout ce que j'ai fait parce qu'il y a le principe de la course au stage. Et là, on entend parler de ça, la course, les grands stages, les grands cabinets, les gros salaires. Oh oui, c'est super. Mais moi, dans la première année de mon petit cabinet en banlieue, j'avais plaidé dans toutes les instances. Donc, toutes les cours, les cours du Québec, cours supérieurs, j'avais fait de l'administratif, j'avais juste pas fait la cour d'appel, mais en 1 an, j'avais monté des dossiers de A à Z. J'avais rencontré les clients dont je te disais. Oui. Je faisais pas juste des photocopies puis faire des remises plates. Je me déplaçais avec mon véhicule cabossé avec des POC c'est sûr, dans les portières, puis j'avais pas les plus belles cravates. Mais moi, c'était pas ça. C'est vraiment pas ça. C'était travailler, développer des compétences, devenir meilleur dans ce que je fais, puis apprendre. OK. Puis ce que j'ai fait là, en 1 an, j'ai fait beaucoup plus que j'aurais pu faire dans n'importe quel grand cabinet. Quoiqu'au final, tout peut-être peut venir à se retrouver, mais j'ai adoré l'expérience de proximité, qui est le petit cabinet en banlieue. Puis, si je saute du coq à l'âne, non, mais tu vas me dire pareil, hey, c'est pas ça le setup! Non, je te suis. Mais des années plus tard, quand je me suis présenté en politique, et je sais que tu vas y revenir tantôt, mais à ce moment-là, j'avais une très grande confiance que je connaissais la réalité du milieu. OK. Pas en voulant me péter les bretelles, mais j'avais une confiance parce que moi, j'avais fait des dossiers de protection de la jeunesse. J'avais fait des divorces, j'avais aidé des compagnies à se développer, j'avais fait des dossiers familiaux. J'avais fait de tout à toutes les sphères de la société dans ma région. Je comprends. Fait que j'ai vu ce qui se fait de beau, puis j'ai vu ce qu'il y a de plus triste en société aussi. J'ai fait du droit criminel, j'ai fait des affaires qui laissent des traces, mais qui n'a pas un phare. C'est pas cute. OK, je comprends. J'ai tout ça. Fait que je suis très content d'avoir fait ça. Et puis, tu n'aurais pas aimé ça, travailler dans un gros cabinet au centre-ville? Est-ce que c'était ça que tu espérais arriver à? Non, j'ai jamais aspiré à ça. OK. Et puis là, vous venez me rejoindre chez nous sur le plateau. Oui. Mais ça n'a jamais été dans cette perspective-là de travailler dans un grand cabinet. Là. OK. C'est vraiment pas ça. OK, cool. Puis, mais c'est ça. Fait que là, tu as ta carrière d'avocat. Ouais. Tu m'as dit aussi que tu étais impliqué. Bien là, je le sais que tu es impliqué comme étant président du DE. DE. C'est drôle parce que CQDE. récemment, on est passé en commission parlementaire au Centre québécois du droit de l'environnement, le CQDE. Puis Barrette, l'ancien ministre, a tenté de prononcer notre nom, puis comme tout le monde, il l'a pas eu, fait que c'est pas à te stresser avec ça. OK, une chance. C'est un acronyme compliqué, là, personne ne se rappelle. Oui, je comprends. Bien, est-ce que tu peux nous en parler? C'est quoi la mission de cet organisme-là? Qu'est-ce qui se passe, là? Je veux que les gens connaissent ça un peu. OK. C'est une organisation bénévole, donc c'est une OBNL. L'objectif de l'OBNL, c'est d'offrir des services juridiques à la population en environnement ou de protéger l'environnement pour sa valeur intrinsèque ou pour sa valeur. OK. On fait donc de la formation où on transmet de l'information environnementale ou juridique en environnement et on aide les citoyens à faire valoir leurs droits ou on protège directement l'environnement. Je résumerais ça comme ça. On est principalement une bande de juristes. Mais avant, on n'était que des juristes. Puis là, graduellement, on a changé. On a développé une perspective un petit peu différente en trouvant des gens sur notre conseil d'administration qui ne sont pas que des avocats ou des avocates. On a des militants environnementaux, mais on a des gens qui sont soit des professeurs à l'université, des gens qui ont une vision de l'environnement ou du développement durable, par exemple. Puis est-ce que tu peux me donner un exemple un peu plus concret de, exemple, une grande victoire que vous avez eue ou un grand combat que vous avez mené? Ah, ça me fait plaisir. Oui. Tu as dû l'entendre 10 fois quand on tournait des vidéos en plus pour la politique. Mais le dossier qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est celui qu'on pourrait appeler le dossier des belugas. Donc, Énergie Est, une compagnie qui voulait transporter du pétrole lourd, disons, des sables bitumineux, jusqu'au marché de l'Est des Amériques pour soit le raffiner, soit le transporter directement en Europe. Il avait besoin de faire passer un pipeline. Et dans le cadre de ce projet-là, il voulait construire un port dans le fleuve Saint-Laurent, à un endroit qui s'appelle Kakuna, dans le bas du fleuve, qui est
c'est un endroit sublime. Là. Je ne sais pas si tu as déjà eu la chance de passer là. Okay, c'est superbe. Puis en plus d'être superbe et de déranger la tranquillité des lieux, c'est l'endroit où les belugas se reproduisent, du moins en grande partie, dans le fleuve Saint-Laurent. Et donc, le fait de vouloir construire ça venait mettre en danger l'espèce par sa reproduction, sa façon de faire. Et puis, sans rentrer en détails juridiques, disons que pas tous les permis et les autorisations nécessaires avaient été obtenus. Et donc, nous, en notre nom et au nom de d'autres organisations environnementales, notamment la SNAP, on a poursuivi directement, disons, le gouvernement pour lui dire que le permis n'aurait pas dû être octroyé. Donc, on a contesté la validité pas des permis parce qu'il n'a pas été octroyé, mais la validité des forages. Et donc, après une bataille juridique, bien, le forage est arrêté. Puis le port à Cacouna, point s'en fout. Il n'y en a jamais eu. Fait que vous avez sauvé les belugas de Cacouna. Oui, en grande partie. Je ne veux pas dire que c'est que nous, mais c'est sûr que cette action-là, juridique, pointue, ciblée, efficace, rationnelle, mais basée sur des valeurs, le cœur, un certain romantisme, puis la volonté de protéger l'environnement, oui, c'est un impact majeur parce qu'ils n'ont pas pu poursuivre leurs tests dans le fleuve. Et le port a été abandonné. Et pas longtemps après, le projet lui-même du pipeline Énergie a été abandonné. Quand même. On ne doit pas tout ça à notre bataille juridique ciblée parce qu'il y a un ensemble de facteurs sociaux qui font en sorte que les projets naissent et puis meurent. Mais c'est certain que cette bataille-là a eu un impact majeur. Impressionnant. Ça, c'est une très belle victoire. Très, très cool. Et là, en ce moment, tu es président de cet organisme-là. Oui, exact. Président du conseil d'administration, oui. OK. Donc, est-ce qu'à l'époque, quand tout ça est arrivé, est-ce que tu étais à ce même rôle-là? Est-ce que je me rappelle? Je pense que j'étais soit vice-président ou secrétaire. OK. Mais non, mais j'étais sur le conseil d'administration, mais je ne me rappelle pas si j'étais président à ce moment-là. Je pense que c'est Michel Bélanger, président fondateur. Je pense que c'est un dossier qu'on a monté qui concordait avec notre 25e anniversaire ou tout près. Donc, je pense que c'est Michel Bélanger qui était à ce moment-là président de l'organisation. Et c'est lui, d'ailleurs, qui a piloté le dossier de litige. OK, très cool. Mais là, justement, président du conseil d'administration d'un organisme à but non lucratif. Ça marche quoi en hiver, tu vas me dire? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait de ces journées? Oui, c'est une bonne question. Parce que c'est un peu opaque, hein, un conseil d'administration, une OBNL. Tout devient de plus en plus flou quand on nomme le titre. Oui, c'est ça. J'ai juste une image qui me vient en tête. Bon, président d'un conseil d'administration, à l'image d'un chef d'orchestre. Si le chef d'orchestre n'est pas là et il ne bouge pas la baguette, tout le monde joue de la musique pareil. On s'entend, il y a de la musique. Puis la musique va se faire sans chef d'orchestre. Puis les musiciens peuvent jouer sans chef d'orchestre. Donc, ça ne dépend pas du chef d'orchestre. Le chef d'orchestre, son rôle, en partie, c'est d'assurer une certaine harmonie dans tout ça. Donc, son rôle, c'est un joueur comme tous les musiciens. Il fait partie des musiciens, puis en soi, il a sa façon de jouer de la musique. Donc, c'est un peu ça, c'est voir à coordonner les actions, les interventions, les gens. Puis au final, dans ma perspective personnelle, ça vient à s'entourer de gens pas mal plus intelligents puis compétents que toi, puis de les amener autour de la table puis de les faire travailler avec toi. OK, je comprends. Ouais, c'est ça le truc, en fait, c'est que tu t'entoures de gens beaucoup plus compétents, puis là, tout va super bien. J'aime ça. J'aime cette mentalité-là. Je dis à la blague, mais c'est pas vraiment une blague non plus. Non, mais c'est ça. C'est vraiment comme ça que je le vois aussi. OK. Puis est-ce que tu chef d'orchestre, est-ce que tu gères cette domaine-là comme que quelqu'un gérait une compagnie à but lucratif? Non, vraiment pas. Puis d'ailleurs, il faut que je spécifie qu'on a en ce moment une exceptionnelle directrice générale, Geneviève Paul, qui fait un travail de direction générale. Donc, c'est vraiment elle qui le gère. Dans les opérations, ça relève d'elle, les décisions. Le day-to-day. Oui, c'est ça. Au jour le jour, c'est vraiment elle qui prend les décisions. Disons que je vais faire une différence entre le micro et le macro. Donc, je participe davantage au macro, puis peux la conseiller dans le micro. Bien, c'est elle qui s'occupe de tout ça. Puis dans le macro, elle y participe, évidemment. Mais sur le conseil d'administration, tu es vraiment plus dans le macro. La stratégie, le long terme, la croissance, la relève. Puis... c'est quoi ma question déjà? Ça, c'est excellent. Je parlais. Comment tu gères ça? Est-ce que tu gères ça comme une compagnie? Oui, non, en fait, vraiment pas. Puis c'est ça toute la beauté du bénévolat, c'est que, tu sais, on a dit tantôt, je suis avocat, mais je gagne ma vie en faisant des dossiers. Puis en ce moment, comme à l'époque, quand j'ai commencé à m'impliquer bénévolement, il y a peut-être 8 ans, je ne m'en rappelle plus, là, environ, je travaillais dans une compagnie, puis la compagnie, sa job, c'est de faire du cash. Puis au final, ça aide, oui, les gens qui bénéficient des services ou des produits que la compagnie fabrique, mais tu sers qui? Les propriétaires de la compagnie, principalement qui font
du bénéfice, Oui. ou les actionnaires, quand c'est une très grande compagnie, qui sont souvent les propriétaires, là, mais une très grande compagnie cotée en bourse, des actionnaires des fonds d'investissement. Fait que, tu sais, peut-être quoi, au final, à moins que tu produises un produit qui a une valeur, Qui change les trucs dans le la monde, vie. ouais, positivement. Ouais. Ça, mais il manquait personnellement, là, vraiment, OK, ouais. il manquait un sens à ce que je faisais. Le bénévolat, pour moi, c'est ça. Et donc, pour répondre à ta question, Oui. non, tu ne gères pas une OBNL de la même façon que tu gères une compagnie. Ton objectif premier, c'est pas de faire des bénéfices. Ton objectif premier, les bénéfices, eux, c'est pas du cash, c'est des retombées positives pour l'ensemble de la société, pour des individus, ou dans notre cas, les individus et les milieux de vie, l'environnement. OK, fait que c'est vraiment ça qui t'allumait, là. C'était vraiment ce but-là. Ah ouais, c'est l'action. C'est vraiment l'action qui donne du sens. OK. C'est l'action qui donne du sens. C'est lié au voyage que j'ai fait, c'est lié au fait que j'ai décidé de faire du droit, parce que j'ai toujours vu le droit non pas comme étant une fin en soi, ou la politique comme étant une fin en soi, mais comme étant un moyen. OK. Si tu vois ça comme une fin, le droit ou la politique, ben, pourquoi tu le fais? Donc, pour arriver à ça, pour arriver à dire, OK, je suis un député, je suis un politicien, ou je suis avocat, je fais du droit. Oui, c'est correct, tu sais, mais c'était vraiment pas ce qui m'allumait, moi. Moi, ce qui m'allumait, c'est je veux développer la maîtrise du droit, des outils légaux, ma compréhension de la société, tant dans mes études en droit que dans mes études en gestion ou que par la politique, pour faire avancer certains idéaux. Oui, je comprends. C'est vraiment, c'est un moyen, c'est des outils que je me suis octroyé. Je comprends vraiment. Mais là, tu as dit justement que tu as eu des études en gestion. Pourquoi tu as fait des études en gestion? C'est où que tu as fait tes études en gestion? Pourquoi? Ouais, ben, mon bac en droit, je l'ai fait à l'UQAM. Ouais. Puis la moto, Ça, c'est un classique. Right. C'est bon, ça. Ben, il vient chercher. Super. Fait que, donc, j'ai fait mon bac en droit à l'UQAM. J'ai travaillé comme avocat en petit cabinet, comme je disais tantôt. J'ai travaillé en entreprise ensuite. Puis là, je ne voyais pas le sens. Et surtout, c'est que pour moi, c'est un langage, le droit. Au même titre que l'économie, c'est un langage. La musique, c'est un langage. Moi, ce que je cherchais, c'est savoir des langages. La politique, c'en est un. La science politique, du moins, c'est une façon de comprendre le monde, la société, les acteurs, les enjeux sociaux. Puis j'avais donc une vision de la société à travers le prisme juridique, mais je trouvais que pour un avocat qui travaillait en entreprise, il me manquait certaines données. Fait que j'allais faire des études de gestion, j'allais faire un MBA au HEC. C'est une maîtrise en administration des affaires, donc un MBA, c'est ça. Et puis je l'ai fait donc au HEC au temps de la trentaine. En fait, j'ai quitté ma job. Ça, c'était drôle. Il fallait voir la face de mon boss à l'époque, tu sais, parce que ça allait bien, là. Ça allait super bien. Je gagnais un bon salaire. La face de mon père aussi, c'était pas pire, ça. Ça doit. Ben, tu sais, ça, c'est genre... Tantôt, on va y revenir, tu vas voir, ça va être la même affaire. Je vais te dire les mêmes mots, tu sais. Parce que j'avais un bon job, j'étais casé. C'est pour ça que j'avais à Montréal aussi pour travailler, parce que le trafic, Mont-Saint-Hilaire, Anjou, ça devenait fou. Fait que j'arrivais en ville. Là, je travaillais à cet endroit-là, ça allait bien, je développais, j'étais en contrôle. J'ai développé des employés, développé un département. Mais j'avais l'impression que je suis arrivé au bout de tout ça. Puis quand j'ai démissionné pour arriver à la conclusion que j'allais faire des études, bien, pour moi, ça faisait pas de sens de faire des études le soir, de me consacrer à moitié sur mes études, de continuer à travailler. Fait que j'ai juste tout quitté, fait des études intensives, faire mon MBA. Donc, à 30 ans, j'ai mis mes fesses sur les bancs d'école. Comment ça a été, ça? Tout un... pas un choc, mais j'avais l'impression de revivre, j'avais l'impression de me permettre de vivre quelque chose. C'est comme si on a un chemin avec, pas des œillères, mais on a un chemin tout tracé. Ah, je vais étudier, je vais faire mes études, je vais avoir une famille, puis c'est bien correct si c'est ça, mais c'est pas vrai qu'il y a un chemin. Il y a plein de façons d'évoluer puis de grandir. Puis, ben, quand je me suis permis de démissionner d'un job qui était bien payé, que j'allais bien, que j'étais en confiance, puis mes boss m'aimaient, ben, oui, la face de mon boss, c'était genre, tu t'en vas? Puis mon père, ah, tu vas quitter ta stabilité, tu sais. Ben, c'est ça la vie aussi, tu sais. C'est aussi ça. OK, cool. On le laisse-tu passer? Ouais, on va le laisser passer, la moto. C'est temps de rendre sur le scotch. OK, mais justement, en plus, je regardais souvent le HEC comme... Parce que dans le fond, en étant entrepreneur, tu vois beaucoup d'entrepreneurs, surtout à Montréal, qui, tu sais, avec des jeunes entreprises qui marchent vraiment bien, qui ont passé au HEC. T'sais. Puis je veux savoir, comment toi, tu as trouvé ça quand tu es sorti? Est-ce que tu disais, OK, ben là, j'ouvre mon entreprise, j'ouvre mon cabinet? C'était quoi le but derrière tout ça? C'est encore un reality check, là. C'est la même affaire quand j'ai fini mon droit. T'sais. Je finissais mon droit, continuais à travailler chez Futur Shop pendant 1 an. J'ai fait mon MBA. Là, ça faisait 4 ans à peu près, j'étais avocat. J'avais travaillé à différents endroits, ça allait bien. J'ai fait un MBA, j'ai bien performé. Puis je suis sorti de là en me disant,
Hey, là, ça va rouler. Là. Check-moi bien aller. Tu tournes à la trentaine, là, tu commences à être un peu plus confiant. Tu as passé à travers certaines épreuves, puis là, tu te dis ça va rouler. Mais c'est rien passé pour moi. Pendant des mois et des mois, recherche d'emploi, CV, cogner à des portes, appeler du monde. Encore une fois, le réseau, ça allait, mais c'était pas optimal. Puis après, il y a peut-être 10 mois là, à rechercher un emploi. Après un MBA dans lequel je travaillais pas, on faisait peut-être 2 ans, j'avais quitté le marché du travail. Ouais. Il se passait toujours rien. Puis comment tu faisais de l'argent? Comment tu payais ton loyer pendant ce temps-là? C'était juste mes économies. OK, fait que tu roulais sur des économiser. Fait que tu roulais sur des économies pendant tout ce temps-là? Oui, mais là, j'arrivais à la fin. Ouais. Puis la question, c'est OK, je vais faire quoi? Est-ce que je repogne une job genre Future Shop? Je me voyais pas faire ça. À un moment donné, j'ai juste décidé de me faire une carte d'affaires. Donc là, j'ai mis un petit montant pour ça. Je suis allé m'acheter une imprimante, du beau papier puis du moins beau papier. 2 cartouches, j'ai fait une carte d'affaires. Ouais. Puis là, j'ai commencé à aller dans des soirées de réseautage partout dans la région de Montréal. Je faisais des recherches. OK, il se passe quoi? Là, j'allais là-bas. Ouais. Je me présentais. Ben oui, je suis avocat, j'ai un MBA. Ben, tu sais, c'est le syndrome de l'imposteur. Parce que t'en as pas de business. J'avais 0 business, j'avais 0 client. Ouais. Ben, 1 an et demi plus tard, je vivais de mes affaires. J'ai commencé à travailler dans mon salon, que tu as vu tantôt, tout petit, mais mon bureau était là. J'ai commencé là, puis je suis parti de 0 $, évidemment, à 0 client, à être capable d'en vivre. Wow! Fait que ça a donné tout un choc. Là. OK, je suis capable de subvenir 100% de mes besoins dans mon domaine. Comment tu as trouvé ça, ce feeling-là de l'indépendance? Là? Plus personne qui te bossait, c'est toi tes affaires. J'ai envie de retourner à la question, mais moi, c'était le plus beau feeling. Là. C'est ça. Ouais. Tu sens que tu es en contrôle. Ouais. Tu es maître de ta vie. Puis c'était le résultat non seulement des démarches ponctuelles, mais de mon bac en droit, de ma persévérance, du fait que j'ai fait mon stage, du fait que j'ai fait un retour aux études. C'est vraiment un accomplissement. Oui, c'est le résultat de plein de démarches antérieures qui t'amènent à ce point-là. Gagner ta vie. À gagner ta vie. Wow. C'est pas parfait, là. Pas parfait. Mais j'étais fier. Okay. J'étais fier de moi, de ma petite ou de ma grande réalisation, dépendamment comment on le voit. Mais j'étais fier de ça. Okay. Puis je le suis encore. Je trouve que c'est une de mes belles réalisations personnelles, professionnellement parlant, je veux dire. Je comprends. Fait que là, encore, tu roules encore avec ta business? Non, j'ai quitté ça. OK, good. Oh, oui, non, là, justement... J'ai changé de job. Ben, tu sais, je t'ai dit, j'étais curieux, puis je changeais. Oui. Puis honnêtement, j'avais cette impression de travailler à la chaîne, quand même, à mon compte, pour... C'est difficile de travailler à son compte, hein? Oui. C'est pas... Mais es-tu capable de déléguer? Est-ce que tu avais des employés? Non, pas à ce point-là. Après 1 an et demi, c'est toi qui fais tout. Ouais. Puis je revenais à faire ce que je faisais en début de carrière. Des dossiers que je ne voulais plus nécessairement faire. Fait que je travaillais, mais dans quelque chose qui ne me passionnait pas tant. Je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de sens pour un salaire, somme toute, qui aurait pu s'améliorer avec les années, parce que c'est souvent ça. Tu t'investis, tu bûches. 2 années plus tard, tu arrives à quelque chose qui est plus décent. Oui. Mais j'ai eu une opportunité dans une très grande compagnie. OK. Puis j'ai décidé d'essayer ça, des très grandes compagnies. Après tout, j'avais fait un MBA. J'avais fait du droit en compagnie avant. Ouais. Fait que j'ai essayé ça. Donc, c'était pas un cabinet, c'était vraiment une grosse compagnie? Oui. Là, j'avais un employeur. C'est une entreprise. Puis je suis conseiller. J'étais conseiller pour cette compagnie-là. C'est ton client, en fait. OK. Là, tu discutes avec des directions, avec des collègues, que ce soit les ressources humaines ou bien l'approvisionnement, les opérations, les ventes. Puis tu aide à faire monter un projet, qui est le projet de la compagnie. Au lieu de travailler un peu à... Moi, je le vois comme un travail à la chaîne. C'est quand tu fais plein de dossiers en cabinet, c'est comme un travail manuel, pouf, 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 mais avec ta tête. Ouais. Tu sens ta tête, c'est trucs. Je comprends. C'est un travail intellectuel à la chaîne, tandis que là, j'avais l'impression davantage de participer à créer quelque chose. OK, ouais, je comprends. Il y a vraiment pour moi, c'est une perspective différente de la pratique du droit qui me parlait davantage. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait mon MBA, justement, aussi. OK, cool. Fait que là, tu es rentré dans cette entreprise-là. Ouais. Est-ce que tu as quitté pour une autre chose après ça? Oui. OK. Ben, tu sais, en plus, c'est là qu'on s'est connus. OK. Pendant que je travaillais dans cette compagnie-là, encore une fois, il me manquait de sens. C'est difficile à combler, Seb. Ça revient... Oui, peut-être. Puis, oui, on fera venir ma blonde tantôt. Mais non, c'est ça, je suis un peu un éternel insatisfait. Mais peut-être à la bonne raison aussi, parce que les raisons qui m'avaient poussé à faire du droit, qui m'ont poussé à faire du militantisme en environnement, ils sont toujours valides. Là. Que j'avais 20 ans ou 30 ans ou à ce moment-là 35 ans, mes idéaux, c'est toujours les mêmes. Mais j'avais développé des outils différents. Puis je me suis dit, OK, est-ce que c'est ça? Est-ce que je suis arrivé au point là, dans ma vie où ça va bien? Là, j'avais encore une meilleure job, encore un meilleur salaire, j'étais encore plus respecté mon travail. Tout allait comme mieux sur papier. Mais au fond, j'avais toujours pas plus de sens. Ce qui m'avait amené à mes grandes réflexions quand je voyageais en sac à dos, 15 ans plus tôt,
Ben, j'avais toujours pas trouvé de réponse à ça. Puis par le hasard ou par les implications, peu importe, il est arrivé un moment où j'ai décidé de m'impliquer en politique. OK. Puis c'est pour ça que je dis que c'est là qu'on s'est connus. Oui. C'est que pendant ce travail-là, parce que je travaillais un 40 heures semaine, puis c'est bon quand tu fais juste 40 heures semaine comme avocat, ben, ça me laissait mes soirs, mes fins de semaine, que je consacrais au CQDE. Mais j'avais encore du temps, parce que j'ai pas d'enfants, j'ai pas de famille, j'avais encore du temps à consacrer à autre chose. Fait que j'ai décidé de le consacrer à la politique. Puis de fil en aiguille, j'ai décidé d'aller beaucoup plus loin que juste militer. Puis j'ai décidé de me présenter aux élections, puis de devenir député dans l'objectif très ambitieux, tu vas me dire, devenir ministre de l'Environnement. Puis, tu sais, ah ouais, pousse-les tes idéaux, mais vas-y à fond, tu sais. Oui, je comprends. Ça, on s'entend, là, c'était... Mais pour donner un peu de feedback aux gens, comment on s'est connus, à Chickson, on a couvert la campagne électorale que tu as faite en 2018 c'est ça, 2018? Oui, pour le Parti québécois, dans le comté de Bordure. Ouais, c'est là que tu vas mettre comme en background dans le fond de ton écran pour le podcast, comme un petit écran en bas, là, avec moi qui tiens ma tasse de café, genre. Ça, c'était bon, ça. De même. Ou un slow motion de moi avec du vent, tu sais, dans la chemise, là. De même, en haut de la montagne. Ben, ça, c'est quand même bon, là. Ça, c'est bon. Mais c'est ça, fait qu'on a couvert, on a fait 4 capsules vidéo pour ta campagne. Je vous en remercie encore, je sais que je vous l'ai dit tantôt, pas de micro, là, mais c'était vraiment bien. Là. Ben, pour nous, ça a été un des contrats qu'on a eu le plus eu de fun, qu'on était impliqués. C'est une des premières fois que aussi on était impliqués dans quelque chose de politique, fait qu'on a tellement trippé, tu sais, parce que quand tu es jeune, la politique, c'est quand même rare, je parle de la majorité des gens, c'est rare que ça l'intéresse beaucoup, beaucoup, parce qu'il y a comme un don aussi avec la politique de rendre ça que tu es là, bon, ben... C'est quasiment tabou, hein? C'est ça, t'as même pas le goût d'en parler parce que tu vois tes parents, tu vois la famille, tu vois des adultes s'astiner là-dessus sans arrêt, puis là, tu te dis, hey, j'ai même pas le goût de savoir sur quoi ils s'assinent parce que je veux pas être impliqué là-dedans. Mais tu avais une bonne façon de nous amener ça pour montrer, genre, hey, c'est pas juste plate, c'est pas juste... comme blasant, c'est de quoi que tu milites, comme tu disais, avoir du sens pour des trucs. Fait que ça, j'avais tellement de respect. On a fait 5 capsules, mais là, je veux savoir pourquoi la politique, pourquoi, comment, pourquoi le Parti québécois aussi. Depuis tantôt, j'ai l'impression de radoter comme un vieux pet, là, mais c'est l'aboutissement de tout ça. À chaque fois que tu fais une étape, tu accumules de l'expérience, tu accumules un bagage, puis ça te permet, si tu veux, à passer à une autre étape. Moi, je l'ai toujours vu comme ça. Puis mes études de droit, mes études de gestion, mon bénévolat en environnement m'ont fait réaliser que c'était possible d'agir en fonction de ses valeurs, puis de son cœur, puis d'un certain idéalisme. Bien, moi, j'ai choisi la voie rationnelle pour faire avancer mes idéaux, disons, d'où le droit, d'où la gestion, d'où le fait que, comme avocat, je parlais d'un dossier tantôt, que le parallèle est peut-être boiteux, là, mais tu peux faire avancer des choses en faisant des pétitions, puis où je pense que ça a un impact, mais j'ai choisi peut-être une autre voie, qui est une voie de comprendre le système puis tenter de mettre là où il faut, comme le bâton, ou d'accélérer un système à certains endroits. Je comprends. Donc c'est ça, c'est la voie romantique mais rationnelle. Puis la politique, c'est la même affaire. Après le militantisme environnemental que j'ai fait, j'ai quand même réalisé qu'il y avait des limites à ça. Oui, on a eu une belle victoire à Racuna dont je parlais, mais on n'a pas changé la loi. Puis il n'y a rien qui avancerait plus que de voter la loi ou de rédiger la loi. Donc, une fois que tu réalises ça, puis tu te dis, ben oui, mais oui, je peux faire avancer les choses, mais le meilleur levier du pouvoir, c'est le pouvoir lui-même, c'est le pouvoir législatif. Donc, si je veux vraiment être cohérent avec mes valeurs, puis avoir le maximum d'impact positif tel que moi je le conçois, puis c'est correct que d'autres personnes le conçoivent autrement aussi, c'est le principe des luttes de famille, de mon oncle, ma tante, de mon père, mais si je veux faire aller au maximum de ces valeurs-là, je dois aller au bout puis être cohérent envers moi-même. Je dois me présenter aux élections. Puis ça m'a amené en politique. Je parlais de moyens versus les fins tantôt. Ben, c'était encore une fois, c'était un moyen d'aller au bout de mes valeurs environnementales, entre autres. Et justice sociale aussi, qui est un enjeu super important pour moi. Fait que c'est pour ça que je suis dans la politique. Je me dis, ben, il faut que tes babines suivent tes bottines. Puis je pense que je l'avais dit, ça. Ta description Instagram aussi. Ben, c'est ça. Ou mon Twitter, je sais pas, mais pour moi, c'est juste un enjeu de cohérence. C'est juste ça. OK, cool. Puis comment parce que j'y crois. Ah ben, oui, parce que je suis content que tu aies ajouté ça. Parce que je trouve que ça fait genre toute la différence. Parce que ça met genre en valeur que t'es pas quelqu'un qui est là, non, je veux juste devenir ça pour devenir ça. On voit que tu as le sens au plus profond de toi, c'est l'amour de tout ça pour de vrai. Mais justement, je voudrais savoir pourquoi, pas le pourquoi, mais comment tu as trouvé ça? Comment tu as trouvé ça, l'expérience, une campagne électorale? Y a-tu des points plus déplaisants, plus plaisants? Comment ça s'est passé? C'est extrêmement grisant, là, pour l'aspect
tumulte, aventure, action. La campagne comme telle, là, les 40 jours de la campagne, Oui. mais moi, c'est un projet de 2 ans. Là. Donc, quand je disais que je travaillais dans une compagnie, moi, c'est 2 ans. Là, c'est des soirées fin de semaine, c'est militer localement, rencontrer des citoyens, convaincre des gens, OK. vendre des cartes de membres. Il y a tout un enjeu préalable. La campagne, Wow. c'est ton iceberg, là, c'est immense. Ouais. Et vous êtes arrivé sur la pointe. Ouais. Bien, il y a un an et 8 mois derrière moi de planification Wow. OK, ouais. pour arriver à ça. Donc, la campagne comme telle, parce que tout le reste, ça peut être, on va partir un autre podcast sur la politique, tu vois, on va en parler en masse, mais la campagne, c'est extrêmement grisant, 40 jours, Ouais. puis c'est la folie. C'était honnêtement du 18 à 19 heures par jour. Là. C'est même, vraiment ouais. très tôt, peut-être, mettons, 18 heures, 17, 18 heures par jour pendant 40 jours. C'est vraiment intense. OK. Puis c'est sur le terrain, c'est rencontrer les gens. Mais pour moi, il y a 2 façons de faire une campagne politique. Puis là, tu n'es pas en train d'interroger un grand spécialiste. Hein? J'ai fait une campagne politique là, pour vos auditeurs. Là. Oui. On met ça en perspective. Je n'ai pas fait de carrière là-dedans, Oui. mais c'est juste ce que moi, comment je le conçois. Mhm. Il y a 2 façons. Il y a la version dite, selon moi, romantique. OK. La version romantique, c'est celle où tu penses, où tu crois qu'en étant présent sur le terrain, en travaillant fort, puis en présentant des idées pertinentes qui correspondent justement à ce que tu as entendu sur le terrain, et tu bâtis ta campagne là-dessus, bien, tu peux avoir un impact et être élu parce que tu représentes la volonté des gens. Donc, c'est une vision pour moi qui est démocratique, où tu te nourris des idées des gens et de tes propres valeurs pour bâtir une plateforme électorale. Puis ensuite, tu vas à la rencontre des gens, Ouais. tu l'expliques, tu en parles, tu vends ça, puis les gens font comme « Hey, ça a bien d'allure ce que tu dis. Hey, Gagnon, toi, Ouais. là, tu me parles, là, puis j'embarque Ouais. dans ton projet. » Mais Ça, c'est que- ma vision. à moi. Corrige-moi si j'ai tort, mais ça, c'est ta vision. Ben que oui, t'avais. c'est ma vision. Ouais. C'est pour ça que ça m'a pris 2 ans avant. OK. Parce que c'est comme ça que je concevais une campagne électorale. L'autre option, c'est la vision cynique, mais qui est pas fausse non plus. Je vais l'appeler la vision du métro. OK. Donc, OK, toi, tu veux prendre le métro, mais tu n'as aucune idée à l'heure qui passe. Fait que tu as 2 options. Soit tu cours, mettons qu'il est à, tu sais qu'il est là-bas, là, il est à, mettons, 500 mètres. Ouais. Soit tu pars en courant, tu le vois pas, là, tu sais pas quand il arrive. Il peut être là dans 2 minutes, dans 10 minutes. Fait que tu décides, je vais prendre une chance de mon bord, je vais courir. Ouais. Puis là, tu pars en courant. Bien, tu peux l'avoir raté quand même 30 secondes, mais tu vas courir comme un fou pour rien. Ou tu vas attendre encore 10 minutes. Ou tu peux y aller en marchant, parce que de toute façon, tu sais pas si tu vas l'avoir en marchant en courant. Mais pour moi, ça, c'est la question du timing. Qui T'as devient beau quasiment courir. plus un guess, dans le fond. Bien, il y a un flair politique, Ouais. il y a les sondages, il y a l'historique d'un parti, l'historique du vote dans un comté donné. Mais pour moi, ça, c'est plus... C'est savoir choisir, puis il y a une partie de chance. Ça correspond aussi à la vraie vie. OK. Mais moi, j'ai décidé d'y aller à 100 puis de courir pour le pogner le métro, tu sais. Au lieu de juste dire, ben tu le sais pas, vas-y à ton rythme. De toute façon, c'est les sondages, c'est le chef qui va avoir un impact décisionnel, c'est ce que les gens vont lire dans les journaux, mais c'est pas toi sur le terrain, tu sais. Ouais. Mais si tu crois ça à la base, pourquoi tu fais de la politique? Pourquoi tu te pitches là-dedans? Tu sais, si t'es pas pour y aller À 100 all-in, là, tu sais. Puis, avec du recul, comment tu as trouvé ta campagne? Tu sais, comme tu regardes tout au complet, comment tu l'as trouvé? C'était malade. Ah ouais? Ouais, c'était malade. C'est malade. Tu sais, je veux pas que ça fasse prétentieux, mais je changerais rien. Parce que j'ai fait une campagne, puis quand je dis j'ai, là, oui, j'ai travaillé fort, mais il y avait Toute il y a l'équipe. du en monde arrière, autour, ouais. là, tu sais. T'as pu voir ça. Mais tu sais, c'est des gens de cœur, c'est des gens qui travaillent, là. Qui travaillent. C'est du bénévolat. Là. Moi aussi, d'ailleurs, c'est du bénévolat. Là. Ouais, mais ouais. moi, au final, je peux peut-être gagner un poste. Là. Ouais. Au moins, c'est peut-être la différence. Là. Mais tu sais, c'est des gens qui se donnent bénévolement à une cause, à des valeurs, à des idéaux. Puis ça te nourrit. Fait que je dis j'ai ma campagne, mais c'est nous, c'est notre campagne. Je ne la ferai pas différemment. Parce qu'elle correspondait à 100 à ce que je suis comme individu. Elle était basée sur mes valeurs. Puis je l'ai faite en étant authentique de A à Z. Je comprends. En tout temps, je me suis respecté. J'ai pas pilé une fois sur des valeurs ou des idéaux qui sont les miens pour faire plaisir. Tu sais, je me suis pas fait juste des amis non plus, là. Oui, c'est sûr, ça doit. En politique, ça m'étonnerait que quelqu'un qui ait juste des amis. là. Non, je pense pas que ça existe. ça. Non, hein? Fait que, mais j'ai été fidèle à moi-même. Tu sais. Ouais. Puis ça, ben, je peux partir de là, je suis sorti la tête haute. Puis on a bien fait, même si on a perdu. Là. Évidemment, la CAQ a ramassé tout ce qui se fait là, au sud du Québec, là, tous les comtés au sud du Québec, à l'exception de Montréal. Puis,
Puis Laval, mais dans le sud du Québec, là, quand on a tout gagné. Hein. OK. Donc, on n'a pas gagné, mais on a bien fait. On a mieux fait que certains comtés où on peut faire des parallèles. Surtout que, moi, j'étais un inconnu. C'est ça, t'étais nouveau, là. C'est qui ça, Cédric? Cédric G. Ducharme. G. Ducharme, C'est que le nom était cool. Mais tu sais, c'est qui ça? Puis encore une fois, c'est le nom de l'imposteur. Cédric G. Ducharme. Ah ouais, vas-y, là, retrouve-toi les manches, mets-toi le couteau entre les dents, puis vas-y. Fait que non, je ne changerai pas. Mais il y a des belles choses. La plus belle chose, c'est de trouver des gens. C'est à nouveau, un peu comme quand j'étais avocat en début de carrière, croiser des gens de tous horizons, dans un comté donné, parler à ce monde-là, apprendre ces gens-là. Quand tu t'intéresses foncièrement aux gens, là, tu vois des choses superbes. Puis j'ai beaucoup aimé ça. Ouais. Puis en même temps, si j'ai aimé le plus, c'est les gens. Il y a aussi, ce que j'ai le moins aimé, c'est aussi une partie des gens. OK, comment Parce ça? que tu as aussi de la mesquinerie, des coups fourrés, des couteaux dans le dos, du mensonge. Il y a aussi une grande part d'individualisme en politique, ce contre quoi je me bats. Mais au final, c'est ça. C'est une expérience foncièrement humaine. La politique, c'est foncièrement humain avec ses côtés, ses parts de lumière comme ses parts d'ombre, en fait. Ouais. Puis je pense que c'est pour ça que j'aimais ça. Ah, cool. Puis, est-ce que... Parce que moi, il y a un aspect dans une campagne électorale qui me fascine, c'est le fait d'être toujours on. Tu marches dans la rue. Tu sais, on marchait à Saint-Denis, juste pour faire le tournage, on marchait, mais tu pouvais pas avoir l'air blasé juste en marchant. On était dans un tournage, il faisait chaud, tu étais en soute, puis quelqu'un arrivait, tu étais obligé, mais je sais que tu es de même aussi à la base, mais tu es obligé d'arriver souriant, parler à tout le monde. Ouais. Tu t'as fait du porte-à-porte. Tu sais, ça, là, cette personnalité publique que tu deviens, comment tu as trouvé ça? Ça, c'est difficile. Ah ouais, c'est difficile parce qu'il y a une part de toi, comme tu dis, il y a une grande part de moi qui est comme ça, d'emblée, mais c'est beaucoup l'image de la politique maintenant. Beaucoup l'image, ça prend tellement d'espace, beaucoup plus que le discours, quant à moi. Là. Ouais. Et les gens se font une idée comme ça, avec les médias sociaux, avec la télé, les clips. Tu sais, le premier ministre fait des conférences de presse qui durent 10 minutes. Ben, ils prennent un clip de 5 secondes. Et c'est le premier ministre. Ouais. Ben, imagine les autres. Tu sais. Donc, tout est dans l'instantanéité maintenant. Ouais. Qui lit encore l'ensemble des publications sur Facebook quand on ne lit pas juste le titre puis on va commenter? Fait que tout est rapide. C'est pareil avec le politicien ou l'aspirant politicien que j'étais qui se promène dans la rue. Ouais. Tout est rapide. Fait que si tu as de l'air, comme tu dis, blasé, fatigué, il va dire c'est qui ce gars-là? Il est bien plate, il ne doit pas être un bon bonhomme. Ouais. Il voit ta tête, sa pancarte, puis il fait c'est lui qui avait l'air blasé. Non. C'est ça. Mais tu sais, encore une fois, c'est humain. Tu ne peux pas en vouloir aux gens de se faire une première impression sur toi. Fait que c'est à toi d'être à la hauteur aussi. Si tu n'as pas envie d'être là, vas-y pas. Mais en même temps, c'est humain, là, tu ne peux pas toujours être tout le temps on. Oui, je comprends. Mais il y a un aspect thrill qui est intéressant, mais j'imagine que c'est autre chose. Tu sais, j'ai pas été élu. Fait que j'avais été élu après ça, quand tu sors au restaurant, tu es toujours là-dedans. Ouais. Fait que cette partie-là de l'intimité, ben cette perte-là de l'intimité, je l'ai vécue un peu pendant la campagne, puis un peu après. Tu sais, il y a encore des gens, M. Ducharme, Cédric. Tu sais. C'est juste le fun. Je trouve ça cute aujourd'hui, mais ça arrive pas souvent, là, pour être bien franc. Tu sais. Ouais. Fait que, non, ça, le prochain, tu vas parler à quelqu'un qui est vraiment une figure connue. Là. Ça pourrait être intéressant de voir comment il vit ça. C'est sûr et certain. Puis, bien, justement, moi, c'est toujours de quoi qui m'a intéressé, des personnalités connues, puis tout ça. Puis les politiciens, j'ai trouvé ça toujours un peu touché. Je me disais, tu sais, c'est des personnalités connues, mais ils n'ont pas, genre, la best image, tu sais, parce que c'est fou, tu sais. Exemple, quand tu es une personne connue, exemple, moi, je deviens une personne connue, puis je décide un peu pourquoi on va me connaître, tu sais. Je vais dire, OK, il y a une compagnie ou quelque chose comme ça, mais tandis que les politiciens, c'est tu suis le mouvement, exemple, de la CAQ du Parti québécois, tu représentes ça. Ouais. Fait que t'es comme... Oui, tu as voulu aller là-dedans, mais tu as l'image collée à la peau direct. C'est super ingrat en ce moment, la politique. La vision qu'on voit, comment on voit les politiciens ou les politiciennes, tu sais, on le voit comme des arrivistes. Parce que certains le sont, puis c'est ce qui transcende. Mais je pense qu'on manque peut-être une bonne partie de la politique en s'y intéressant. Moins on s'y intéresse, plus on va tirer des conclusions rapides sur ce qui se passe. Ouais. Ça, c'est en toute chose. Tu connais pas quelque chose, tu vas rapidement juger, mais tu vas pas savoir. C'est une mauvaise chose. C'est ça. Mais en politique, on aime ça aussi. C'est peut-être un sport national de changer ses politiciens, puis pas juste ici au Québec. Là. Je pense partout dans le monde, les gens chargent sur leurs politiciens. On a tous des insatisfactions, puis ça nous fait tous du bien de pouvoir mettre ça sur le dos de quelque chose qui nous dépasse. Je pense que c'est un comportement de rationalisation humaine, de dire c'est de la faute à, tu sais. Je comprends.
Et justement, exemple, pour des jeunes qui s'intéressent beaucoup à la politique, parce que j'en connais à l'école, quand j'étais à Zias, je connais plein de monde qui voulait tout le temps être dans tous les comités, surtout qu'est-ce qui tournait tout autour de la politique. Puis, exemple, quelqu'un qui est jeune mais qui ne sait pas comment, c'est quoi les steps pour rentrer, mettre juste au moins un pied dans ce milieu-là. Qu'est-ce que tu conseillerais? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Je vais répondre à ta question, je vais faire un petit détour, OK? Vas-y. Parce que tu parlais d'Asias, puis c'est là que j'étudie aussi. Oui. Puis pendant la campagne électorale, ils ont fait à Asias une campagne électorale. Oui, ils font ça à chaque année, oui. Je trouve ça vraiment cool. Puis j'ai entendu parler à cause de, je pense, un de mes amis, son gars va là, ou c'est quelqu'un de l'équipe qui a dit « Hey, il y a une campagne électorale. Oui. Ah ouais, quel genre de campagne? Ah, mais c'est vraiment, c'est vous, c'est les candidats, les candidates officielles. Je fais « Oh ouais, j'y vais. » Moi, j'ai dit « Je vais faire campagne. » Tu sais, les gens de l'équipe, c'est bien le fun, Cédric, là, mais tu vas gagner aucun vote. C'est ça, ça sert pas à grand-chose. Tu te rends compte qu'ils ont au mieux 16, peut-être 17 ans, c'est 16 ans, là, ils votent pas. Là. Puis ils n'ont pas voté pour toi. Fait que, il est où ton gain? T'sais? Puis là, je disais, ben c'est la chose à faire. Si l'école ou des professeurs, ou peu importe, font une initiative pour favoriser la compréhension, l'implication de ce que c'est la politique, puis on fait participer les jeunes secondaires, ben moi, j'embarque là-dedans à 100 là, Fait que je suis allé 2 jours sur 3 conduire la campagne. OK. Je me suis présenté à l'auditorium à chaque midi, puis je me rendais disponible parce qu'il y avait vraiment des bulletins de vote avec nos noms ou nos faces, je ne sais pas trop. Puis je me rendais disponible un peu comme la vraie campagne. J'allais serrer des mains, c'était pas le COVID, on s'entend. J'allais serrer des mains, bien surtout, j'allais me rendre disponible pour répondre aux questions qu'ils pouvaient avoir. Wow, ça, c'est fait que je reviens à ta question. Oui. Qu'est-ce que je leur disais, tu sais? Parce qu'il y a cette question-là qui est comment je fais. Puis tu as l'aspect technique. C'est plate, je vais vous le dire. Là. Tu t'informes sur le parti, va lire la plateforme électorale du parti, leurs idées. Si ça correspond à ce que tu es, pas 100 il n'y a rien qui correspond à 100 Ça, c'est ta job de faire correspondre le parti à tes valeurs. Ouais. C'est ça du militantisme. Il n'y a rien qui te représente à 100 dans la vie, il faut que tu fasses ta place. Fait que la politique, c'est ça. Tu prends une carte de membre, où tu t'intéresses aux activités, puis tu suis les activités. Si tu veux jouer au basketball, tu fais quoi? Tu prends un ballon, tu vas tirer des ballons dans le panier, puis tu deviens un joueur de basket. Ouais. Mais jour 1, es-tu un joueur de basket? Non. Fait que je pense que les étapes de base, c'est vraiment ça. Tu t'intéresses au parti, tu lis sur le parti, sur ce qu'il fait, puis ensuite, tu t'impliques. Tu prends le téléphone, tu envoies un courriel ou tu te déplaces. Honnêtement, il y en a des options. Ouais. Mais ma réponse, qui est plus les triples, mais elle s'applique à la politique, mais elle s'applique à tout. Elle s'applique au droit, comme on en a parlé tantôt. Elle s'applique au bénévolat. Elle s'applique pour ta business. C'est la même affaire. Puis encore une fois, j'ai l'impression que c'est un pléonasme, mais il faut que tu commences par commencer. Tu fais les choses, hein? Il faut que tu fasses des choses. Ouais. Puis je sais que c'est con à dire, mais tu ne vas jamais rien réussir si tu n'entreprends jamais rien. La base de tout projet, c'est de le commencer. Puis un des freins, en fait, ce qui a été pour moi un frein, parce que, tu sais, le gars, il se la pète dans son jardin, là, avec des caméras, puis il répond à des questions, puis il boit un petit scotch. Il est avocat, il fait de la politique. T'sais. Mais on est tous, on a tous des doutes. Ouais. On a tous des peurs. C'est ça la vie, là. C'est ça être humain. Là. Puis si tu dois attendre de ne pas en avoir pour faire une action, tu ne vas jamais bouger. Non, c'est ça. Si tu attends de maîtriser parfaitement un truc avant de bouger, bien, il y en a des Beethoven, là. Tu sais, des Mozart, des Beethoven, il y en a un certain nombre donné. Oui, c'est ça. Tu peux être lui, puis c'est cool, ou elle, mais c'est pas la perfection qui va faire en sorte que tu vas avancer. C'est au contraire, c'est que tu vas connaître tes limites. Donc, tu vas connaître tes forces, mais tu vas connaître tes limites et tes faiblesses. Et c'est cette connaissance de ce que tu es et capable de réaliser qui va te donner la confiance qui va avancer. Pour connaître tes forces, tes faiblesses, tes limites, bien, il faut que tu essayes. C'est ça, c'est vraiment la prise d'action. C'est ça. Puis la prise d'action amène des succès, puis amène des échecs. Mais à force de cumuler ces succès et ces échecs-là, tu apprends à te connaître, tu développes des connaissances, tu développes des compétences, tu deviens articulé, si c'est ce que tu veux. Oui. Puis tu fais des choses. Donc, tu grandis. Puis je pense qu'on ne sera pas tous des astronautes. Oui. Mais c'est certain que si tu commences jamais à vouloir l'être, tu n'en seras jamais un. C'est un peu cliché ce que je dis, mais c'est vraiment ça. Parce que le jour où je décide de me lancer en politique, j'étais Cédric Gagnon-Ducharme dans son 3,5 sur le plateau. Puis pourquoi? Qui a voté pour moi? Ouais. Pas parce que je pensais que j'étais meilleur que tout le monde, pantoute. Il y a plein de gens qui peuvent faire la tâche. Mais parce que je savais que je pouvais faire un bon travail.
peut-être pas le meilleur, Mhm. mais j'allais me donner à 100 %, j'étais capable de réaliser la tâche. tu sais. Ouais. Parce que je connais mes forces, je savais que je pouvais compter sur mes forces, puis mes faiblesses, je savais comment pallier à mes faiblesses. Le jour où j'ai décidé de poser ma candidature pour être président du Centre québécois sur l'environnement, entouré de doctorants et de post-doctorants en droit de l'environnement, de professeurs à l'université, d'hommes et de femmes extrêmement brillantes, puis que moi, je décide d'être président de ça, c'était-tu de la folie? Ben, il y a une part de moi qui avait vraiment les quételles, là. Ben, je me suis dit, go, tu sais, Ouais. tu vas apprendre en le faisant. Puis oui, tu auras des échecs, mais tu vas apprendre. Quand je dis c'est partir mon affaire à mon compte, c'est la même affaire. Je faisais pas une scène. Ma carte d'affaires est en carton cheapette. D'ailleurs, je me suis fait dire. Puis oui, c'est comme, ah ouais, ma carte est vraiment cheap. Ah, tu te l'as fait dire? Ouais, je me suis fait dire, première rencontre de réseautage. La fille est devenue une amie, hein. Ouais. Elle remparle dans sa poche, mais tu sais, c'est ça. Fait, à chaque étape que tu fais, quand je suis parti en voyage, à chaque étape, il y a une part de vide. Mais c'est ça. C'est ça Ça l'apprentissage. revient toujours au couteau entre les dents, puis foncer. Oui, c'est ça. Mais je pense qu'on finit là-dessus. C'était tellement inspirant que c'était All right. parfait comme fin. Je ne vais C'est pas bon. te serrer la main parce que COVID, tu sais, C'est bon, mais c'est bon. merci beaucoup, Seth, de ton plaisir. temps. Puis je suis vraiment content. Merci d'avoir invité. Bon, ça fait plaisir. Merci. Merci, Henri. aussi, Merci, c'était un Henri. plaisir. Merci beaucoup. Merci Partner à for vous. Life. That's it. All right. Pour toi. Tu as l'air de lire beaucoup, si je me trompe pas. J'aimerais ça lire davantage, pour être Ouais. bien franc. Là. Mais c'est des univers. Chaque livre, c'est un univers. Mhm. Puis tu colles à la pensée de quelqu'un d'autre. C'est avoir une conversation en silence. Je sais pas si je peux dire ça. Ça t'as de filmer, là? Ça va être filmé, mais pas vraiment. Super. Ça va être filmé au cas où qu'il y ait quoi. OK. Mais c'est ça, c'est une conversation en silence. Ouais. Puis il y a beaucoup d'inspiration dans les livres, tant pour les idéaux que pour se divertir. Puis tu me poses la question dans le contexte d'être articulé. Oui. Ben, il y a aussi des Tous mots, les là. mots, là. Tu sais, la poésie, lire du Balzac, là, je l'air d'un vieux pète encore quand je parle de ça, tu sais, mais tu lis ça, c'est Ouais. beau, là. Moi, je me rappelle, j'avais lu Balzac, je sais pas, au cégep, le Père Goriot, je pense. OK. Puis il décrit une armoire de cuisine pendant genre 2 pages. Mais l'armoire, là, et je la voyais, là, je la sentais, je la touchais et je la goûtais, elle était là. Mais c'est fou le pouvoir des mots. C'est malade. Fait que, ben, ça, je trouve ça magique. Donc, il y a une genre de magie avec les mots, mais il y a l'apprentissage des idées aussi. Puis le livre qui est là, c'est un livre, c'est Romain Gary, Émile Ajar, que ma voisine en haut m'a passé. OK. Bien, ça parle de façon sous-jacente de l'écologie. Je fais plein de liens avec ce que je fais en ce moment OK. en bénévolat. Tu sais. Je ne le disais pas pour ça, mais ça t'amène à réfléchir. Puis ouais, fait que c'est ça, c'est la lecture. Puis tantôt, tu posais une autre question, c'était qu'est-ce que tu fais pour t'impliquer en politique? Puis Oui. bon, ben, moi, je lis mon journal religieusement tous les jours. OK. Que ce soit certains articles de journaux, mais moi, je lis un journal avec lequel je ne suis pas toujours en accord, sur certaines chroniques, certains textes d'opinion, mais je m'informe tu sais, activement. Ouais. Parce que tu as besoin d'avoir une compréhension de la société. Puis la lecture, ben ça fait ça. Que ce soit un journal ou des livres, tu comprends un peu plus le monde qui est autour de toi. Puis c'est la même chose, je trouve, pour la carrière d'avocat. Tu peux être un avocat puis bien comprendre ton livre de droit, puis la loi dit ça. Ouais, mais la loi, c'est pas désincarné de la société dans laquelle elle s'applique. C'est un exercice vraiment humain, vraiment social. Si tu comprends davantage la société, je pense que tu fais un meilleur avocat, une meilleure avocate. Ouais. Donc, ouais, c'est important la lecture. Mais c'est ça, je te demandais ça parce que j'ai tellement. Il y a un moment donné, j'étais amoureux des livres, mais là, je trouve qu'aujourd'hui, surtout là, avec Netflix, Ah ouais. avec YouTube, Instagram, Facebook, que c'est rendu juste des vidéos non-stop, que comme l'attention qui est tellement prise vite que tu te dis, il faut que je sorte mon livre, je l'ouvre. Tu sais, le comme sentiment de, je m'assois puis c'est ça que je fais, Ouais. qui est remplacé super vite à, tu sais, sortir son sel, là, qui est tellement comme, tu te crées une mini satisfaction, t'es là, ah, je suis comme bien, fait que je vais rester là. Ouais, Puis ouais. finalement, tu es là, genre, j'ai pas lu ce Ben, soir. c'est fou, hein? On parle l'effort. C'est rien l'effort, hein? C'est rien. C'est ouvrir un- Ouais. tu sais, mais tu sais, les deux, c'est pas tant des efforts. Mais l'effort du sel est tellement comme plus rapide que tu es tellement porté. Puis c'est tellement de l'attention, ça grappe ton attention. Immédiatement, tellement vite, immédiatement, là. oui. Ouais. Tandis que le livre, il faut que tu te plonges dedans. Exact. Mais La dopamine instantanée avec ton cerveau. c'est sûr, tu l'as pas dans le livre. C'est après des chapitres et des chapitres. Ben, je pense qu'après une page, si tu Ouais. te concentres vraiment à la lecture ou deux, là, tu sais, ben, ça peut dépendre des livres, j'imagine, mais tu rentres dans l'univers davantage qu'un clip sur ton cell ou un vidéo YouTube, peu importe. Là, Ouais, je comprends. t'es
tu rentres davantage dans l'univers avec un livre. Mais il faut que tu prennes le temps. Puis prendre le temps aujourd'hui, là, C'est comme s'arracher une jambe. Là. Tu cherches l'or. on parlait de l'image qui est liée à l'immédiateté, mais c'est qu'on cherche à avoir tout rapide. Avoir une date rapide sur Tinder. Tu veux tout. C'est fou, la patience est une ressource qui est devenue extrêmement rare. Puis moi, j'arrête pas de tout le temps, je me répète. Cédric, sois patient, développe la patience. J'ai changé de job au début du COVID. 2 semaines après d'être rentré, j'étais rendu en télétravail dans mon salon. T'sais. Mais je quittais un job, comme je disais tantôt, dans lequel j'étais bien, j'étais respecté, tout allait super. Puis là, je rentre dans une job, personne ne me connaît. Tout le monde, il faut que je fasse mes preuves devant tout le monde. Là, j'ai des nouveaux domaines de droit, un nouveau domaine de technique à apprendre. Je pars de loin, là. Puis j'étais top of my game, excusez mon japonais. Puis là, j'ai plein de compétences, mais j'arrive, OK, je rentre dans le milieu. Je suis super insatisfait de moi, super insatisfait de mes performances, de ma productivité, de mes réflexes. Je suis pas nul, mais il faut que je me donne la chance d'apprendre, tu sais. La patience. Ouvrir un livre, c'est long lire un livre, là. Mais c'est drôle que tu parles de ça parce que littéralement hier, j'ai parlé de ça. J'ai dit à Henri, il faut que je sois plus patient. J'ai direct dit ça. Parce que moi aussi, j'ai vraiment ce truc-là d'être affamé, là, genre, tout le temps, mais beaucoup trop. De dire, tu sais, comme là, tu sais, je prends un exemple, tu sais, on engage un pigiste qui est éditeur de temps en temps pour nous aider avec le montage, tu sais. Puis qu'est-ce qui est une chose malade après. C'est notre première année fiscale. Fait que notre première année, tu sais, que c'est insane, que moi, je me dis, hey, je peux payer quelqu'un pour nous aider, tu sais. Mais moi, dans ma tête, je me dis, ben, j'ai pas un employé temps plein. Puis c'est ça, je me dis, je suis là, genre, ça serait plus, ça le roulerait bien plus, tu sais. Ouais. C'est tout le temps ça. Puis après ça, il faut tout le temps que je me calme de me dire, donne-toi donc la chance. Puis à chaque fois que j'en parle avec du monde, ils se disent, mais tu viens d'avoir 20 ans. Puis là, je fais genre, ouais, mais on s'en crisse, là, 20, 30. Genre, dans ma tête, c'est, on fonce, puis c'est tout le temps ça, il faut que je me rappelle de genre, sois patient, relaxe un peu. Mais j'ai bien de la misère avec ça. Bien, c'est correct, tu fixes des objectifs. Ouais. Puis c'est correct de vivre de l'insatisfaction. Il ne faut pas que ça devienne après ça un vecteur de négativité. C'est ça l'enjeu. Ça, c'est jamais le même. Mais de ne pas être, je l'ai dit tantôt, je suis un éternel insatisfait. Bien, c'est correct parce que ça t'amène aussi à te dépasser, puis à travailler, à découvrir autre chose. Mais on parlait de l'accès à la profession puis la politique. Puis je pense que c'est un des freins aussi, c'est que tu veux être rapidement bon. Tu te dis, ouais, mais je suis pas un politicien. Je suis pas bon en bénévolat. Je suis pas bon en gérer ma business. Ouais. Mais fait que tu vas pas le faire parce que tu as le syndrome de l'imposteur. Ben, ça va venir. C'est ça, c'est cet aspect-là de la patience qu'il faut développer. Il faut accepter que, ben oui, il y a des étapes, puis c'est long. Mais ce qu'on oublie, c'est que les gens autour de nous qui sont bons, qui ont de l'expérience, ben, ils sont passés par là. Fait, ils comprennent bien là, que tu pars à A. Si tu veux te rendre à B, il faut que tu passes par A. Fait que les gens, ils nous jugent pas tant. Ben, il y en a toujours, là, mais les gens ne nous jugent pas tant négativement qu'on essaie ou on commence quelque chose. Le pire juge, c'est nous. Tu l'as dit, tu aimerais ça, avoir 7 employés, être dans tes coussins, te faire nourrir là, avec des raisins dans la bouche. C'est vrai, quand même, j'aimerais ça. Ben oui! C'est clair, tu veux ça, tu sais. On veut tous être empereurs romains. Mais la foutage, tu commences par les cueillir, tu sais. Ben, non, mais ça prend la patience. Ouais. Mais ça tu l'as jamais acquis. Tu vas revivre un nouveau truc, puis il faut toujours que tu apprennes à souffler 2 secondes. Ouais. Peut-être que la méditation, c'est une solution. J'aimerais ça partir sur la méditation, mais je médite pas. Okay. Mais ça prend des trucs pour se calmer, par contre. Oui, je comprends à 100%. Non plus, je médite pas. Fais-tu du sport? Je fais au basket? Bien, là, ça c'est une affaire que avant, pendant la quarantaine, je me disais, parce que quand la quarantaine est arrivée, je me dis, c'est pas vrai, parce que je voyais plein de monde qui devenait dépressif. Déprimé, pas dépressif, déprimé. Sur le fait de, fuck man, c'est fou qu'est-ce qui se passe en ce moment, puis tout ça. Puis moi, je m'avais dit, genre, c'est pas vrai que je vais être déprimé. Moi, s'il arrive de quoi, je vais devenir meilleur, genre. Puis je me dis, je vais être dans la meilleure forme que de toute ma vie, je vais essayer, genre. Puis ça a super bien marché, j'allais courir 3 fois par semaine, je m'entraînais chez nous, tu sais, je mangeais bien, je me disais, j'avais une bonne routine, j'avais une éthique de travail vraiment impeccable. Super. Puis là, dès que c'est fini, là, ça avait l'été, là, on a recommencé à travailler normalement. Puis là, j'étais là, bon, ben ça me tente. J'ai plus de motivation, j'ai plus le goût. On dirait qu'il n'y a plus de. Tu sais, avec la quarantaine, je me dis, je fais ça parce que. Oui, tu comprends ça quelque part. C'était genre un challenge. Mais là, je suis là. Mais là, la vie est revenue, pas normale, mais c'est similaire à ce qu'on était avant. Je me disais, on dirait que c'est plus. Puis même avant la quarantaine, je courais parce que c'était l'hiver, puis je trouvais ça fucking cool de courir à -20.
j'étais là, genre. Courir en hiver, c'est Ouais, rough, man. j'étais là, je courais. C'est là que j'ai couru le plus, c'était en hiver. Shit. Puis je capotais, j'étais là. C'est tellement nice. Mais là, je vois tout le monde courir, je vois tout le monde. On dirait que j'ai plus rien de. J'ai plus de challenge. Je me dis, genre, pourquoi je ferais ça? Du track, c'est challenge. C'est ça, moi, c'est les objectifs. J'aime ça accomplir des affaires. Puis Les que. autres accomplissent pas vraiment. Exact. J'aime genre, être unique. J'aime essayer d'accomplir quelque chose. Puis là, le fait que je suis là, pourquoi? Parce que moi, exemple, être plus, je sais pas, en shape pour la plage, je sais jamais de quoi que je vais Ouais, faire. Genre, c'est pas- wow, je vais aller au gym pour ça. Ouais. Genre, jamais, genre, c'est de quoi que. Ça, tu sais, tu me dis, genre, hey, on va au gym pour avoir une belle shape, genre, cet été, ça va rien. vient pas te chercher. Rien, là. Tu vas être le vide intégral. Je vais faire, oh, ben. Ah, bah, ben, je t'attends à la maison. Non, mais c'est ça, fait que. Je sais pas pourquoi je parlais de ça, là, mais c'est des objectifs et des challenges qui m'allument. Là. Hein, qui drive. Ouais. Ben, c'est souvent ça. C'est quand tu viens te chercher ici que tu déplaces des montagnes, c'est toujours ça. Ouais. Tu sais, rentrer une routine. Moi, je le fais, je le fais parce que je suis rendu vieux, les gars, j'ai pogné 38. Là. Fait que je veux me sentir encore comme un animal. Ah, je comprends. On est des humains, là. On est des bêtes, on est des animaux. Là. On est fait pour courir là, dans la savane. Là. C'est ça qu'on devrait faire. Là. Mais à la place, je suis devant un ordinateur 8-9 heures par jour. Là. Ouais. Et ça, c'est quand le soir, je suis pas assis devant Netflix. Là. Mais moi, je veux sentir que je suis un animal. Là. J'ai pogné 40 ans dans le pas long. Là. Fait que je vais m'entraîner, pas pour la shape, mais oui, mais c'est pour que je sente que je suis en vie, je suis Ouais, en je forme, comprends. j'ai un corps. T'sais. Mon esprit est important, j'essaie de nourrir ma curiosité, mais j'essaie de nourrir mon corps aussi. Mhm. Pour moi, ça fait partie de mon équilibre. Puis si je disais ça tantôt, je pose la question, ça peut être le sport, mais ça peut être un refuge. Moi, mon refuge, là, j'espère que vous enregistrez. Bref, je joue à Donjon Dragon. T'sais, quand je joue à Donjon Dragon, là, comme quand j'étais adolescent, là, puis que je joue mon personnage avec des oreilles pointues, là, moi, je capote. Là. Je capote. Moi, je décroche. Là. C'est excellent. Puis je pense à quoi pendant ce temps-là? À rien. Mhm. Je joue à Donjon Dragon. Moi, je veux tuer le dragon, là. Ou, tu sais, sauver la princesse. T'sais, c'est ça, là. Fait Plus que c'est souvent, mon- ça doit être sauver la princesse. C'est sûr, ouais. Défendre... Moi, je suis un paladin, fait que c'est défendre la veuve et l'orphelin. C'est vraiment ça pareil dans... Bon, pas toujours. Mais en tout cas, fait que c'est mon refuge. C'est un de mes refuges. J'en Ouais, ai je d'autres, comprends. là. Le sport, c'en est. Mais, c'est quoi le but sous-jacent? Je sais pas. Peut-être que j'en ai juste besoin que la pression sorte. T'sais. Peut-être que tu ressens pas le besoin des Non, aussi, c'est t'sais, ça. en ce moment. C'est pas quelque chose Le qui... sentiment de contrôle aussi quand c'est après. Parce que t'as l'impression que t'es là, genre, je fais une action, puis genre, je deviens encore meilleur à ça. Ouais. T'as l'impression que quand t'avances, c'est un thrill, ça, de genre, tout être meilleur. C'est sûr que, ouais. Ben, c'est comme le travail. Là. Mais C'est la tu vois, même moi, affaire. tout ce que tu viens juste de dire, c'est tout le temps 100% genre dans le travail. C'est tout le temps ça. C'est tout le temps par là que je Ben le non, vois. parce que tu viens de parler de toi qui courais puis qui t'entraînait comme une Ouais, machine pendant mais le c'est COVID. ça. Mais je m'entraînais pour pouvoir me dire, OK, mais je peux continuer à travailler autant que je travaillais quand c'est la vie normale. Je me Ok, disais, genre, je vais tellement être en santé, je vais être bien, puis tout ça. Mais là, je me sens aussi bien en Mais- travaillant. Ah, tu te sens aussi bien? Mais- T'as pas- Mais je suis sûr que je me sentirais mieux, C'est sûr que tu te sentirais mieux. à 100% C'est sûr. Mais je me sens pas. Parce que, tu sais, dans le fond, c'est quand même une contrainte, là, tu sais, pendant la quarantaine, Ouais. il y avait un truc qui disait, genre, si tu fais pas tout ça, ça se peut que tu sois déprimé, puis Puis là, tu vas rien livrer. tu vas rien livrer. Fait que je me dis, je vais prendre ce véhicule-là pour livrer. Ouais. Mais là, je trouve que je livre. Tu là. livres pareil, ouais. Mais c'est sûr que ça serait encore mieux. Mais tu sais, tu irais faire des paniers, là, tu irais Ouais. t'entraîner, tu ferais de la course, puis un moment donné comme ça, pendant que tu fais le sport ou après le sport, pop, t'as une idée qui va te popper. tu sais. C'est sûr. Puis ça va être lié à ton état d'esprit, ton état de bien-être, au fait que tu as de la dopamine, ou, tu sais. Ça peut être Ça, après une c'est sûr baisse à aussi. Là. 100%. Right on. On va se dire les vraies affaires là, dans le podcast. Là. On va se dire les vraies affaires dans le podcast. Je mets ça comme trailer, comme intro. C'est Podcast, ça que je on mets. se dit les vraies affaires. On se dit les vraies affaires. On s'en va. On se dit les vraies affaires. La grosse concurrence. Mon propre podcast. Ouais, ça va être toi derrière la cam pour C'est les ça, c'est moi prochains, qui tu est sais. là. Super. Ah ben merci. Pour vrai, merci encore. Je suis tellement content. Là, c'est un solide épisode. Puis qu'est-ce qui était nice, c'est que moi, c'était ça le but avec mon podcast, de rencontrer plein de gens. Ouais. Puis j'avais eu surtout des jeunes. Fait que là, je suis vraiment content d'avoir Un vieux. d'un vieux. Vieux. Monsieur. là. C'est vrai que je suis Un monsieur. monsieur, là. C'est clair. Mais pour parler, en tout cas, je trouvais ça vraiment intéressant. Ouais, pour parler une partie de sa jeunesse ou comment Ouais. il voit ça, ou parler aux jeunes. Parce que, C'est comme tu as dit tantôt, mon discours s'adressait un peu à eux aussi. Là. Puis mais je trouvais ça le fun aussi que tu aies ton discours de monsieur, mais monsieur, pas tant monsieur. Ouais. Peut-être ton discours, monsieur, mais que... Ben, il faut que ça reste. Ben, c'est ça aussi.